Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 5 sur les bilans de culture. Et aujourd'hui, on va parler verdure, puisqu'on va aborder les sujets de la salade, de la mâche et des épinards. Alors, merci d'être là. Et tout de suite, c'est parti pour la salade. Alors, la salade. Le premier point que je vais aborder, c'est la simplification, puisque c'est un point que j'aborde d'ailleurs sur beaucoup d'espèces, et je mise vraiment là-dessus, parce que on est dans une époque où il faut optimiser le temps, il faut optimiser la productivité pour dégager un revenu, tout simplement. Donc, c'est clair que ça passe par la simplification, et la simplification du choix des espèces notamment. Et en salade, on peut faire plein de choses. On peut faire, alors nous aujourd'hui, on fait principalement laitue verte, feuilles de chêne verte et feuilles de chêne rouge. J'ai fait des laitues rouges, des Batavia, j'en ai fait encore cette année et je vais certainement arrêter. Enfin, du moins sur une grande partie du planning. Des mesclins. Alors mesclin, je sais que c'est quelque chose qui marche très bien chez beaucoup de maraîchers. Alors je sais pas, moi c'est un produit qui marche pas fort. Du cresson, alors je sais pas si c'est vraiment catégorisé dans les salades, mais c'est plein de petites choses comme ça qui prennent du temps. Déjà, alors quand on achète les plants, c'est forcément des caisses de 150 plants. Donc certes, t'en vends un petit peu, mais au final, tu vends jamais tout parce que là, c'est pas, les gens n'en veulent pas spécialement beaucoup. Et puis ça prend du temps, il faut le planter, il faut l'entretenir, récolter. Enfin voilà, il y a tout un processus qui fait que c'est un peu la loi des 80-20. Alors, pas exactement, parce que la loi des 80-20, c'est de dire que 80% de ton temps génère 20% de ton revenu et 20% de ton temps génère 80% de ton revenu. C'est pas vraiment ça, mais toujours est-il qu'il faut s'inspirer de cette règle-là et comprendre que voilà, il y a des petites espèces qui sont vraiment des bouffetants. Et certes, ça ramène de la diversité, ça ramène un peu de couleur dans les étals, des fois. Mais il y a certaines espèces où on peut plus, je pense qu'on peut pas se permettre en tout cas de continuer parce que ça- c'est pas dans ma démarche d'optimisation, optimisation des coûts, des charges, et optimisation du temps pour toujours être le plus productif possible. Voilà, ça c'était le premier point. Ensuite, la partie la plus délicate en fait dans la salade, c'est la partie planification. Parce que l'objectif en salade, c'est d'en avoir toujours. Toujours à disposition, toujours à vendre. Donc, ce que je veux dire, c'est un peu contradictoire à ce que j'ai raconté au début, mais en salade, c'est toujours mieux d'en avoir trop que d'en avoir pas assez. Donc ça c'est un point important. Je pense que la salade, ça reste un produit de base. Les gens viennent chez vous pour acheter tel ou tel légume. Ils viennent rarement pour acheter une salade. Et souvent, ils vont prendre une salade parce que ça fait partie généralement du panier. Du panier classique du client. Donc, c'est un produit que vous devez absolument avoir. Et en effet, on ne peut pas trop se permettre de ne pas en avoir. Donc, le choix à faire, je pense, c'est d'en planter un peu plus que prévu à chaque fois. Ça arrive quand même qu'on ait des échecs, qu'on en manque. Mais globalement, voilà, pour l'année en tout cas, ça s'est plutôt bien passé. J'en ai jamais manqué. J'en ai plusieurs fois eu de trop. Mais voilà, comme je dis, je préfère être comme ça que l'inverse. Alors, du coup, planning, partie délicate, puisqu'il faut, dans les premières années, savoir connaître un peu ses ventes. C'est un peu compliqué. Mais bon, c'est pour ça que nous, on réactualise en fonction de ce qui s'est passé cette année. On regarde toujours dans le rétroviseur, en fait, hein, avec l'évolution des ventes. Et comme cette année, j'ai été plutôt large sur toute la campagne. On voit ce qu'on va faire l'année prochaine, si on aura des nouveaux marchés ou quoi. Et donc on repart ou pas sur les mêmes bases. Donc c'est toujours bien d'avoir en tête ou de noter quelle semaine, sur quelle semaine de plantation j'ai eu un problème de quantité et d'ajuster en fait au moment où on refait les plannings. Comme cette année c'était plutôt correct, on repart quasiment sur la même chose en enlevant les bataviers. Euh, et puis à savoir aussi que la production de la salade c'est quand même assez aléatoire, enfin la vitesse de production de la salade est quand même assez aléatoire en fonction
du planning, enfin en fonction du climat, pardon, et, euh, et de la zone géographique tout simplement, puisque voilà, en fonction de l'ensoleillement, en fonction de la chaleur qu'il y a eu, c'est vrai que cette année on était plutôt sur une année pas très chaude, donc les salades mettaient un peu plus de temps à arriver. Euh, c'est difficile des fois de prévoir juste, c'est pour ça qu'il faut toujours prévoir un peu plus, quitte à devoir les broyer tout simplement. Parce que c'est quasiment impossible de faire un planning hyper précis en salade. Nous, ce qu'on fait en salade, c'est une plantation toutes les 2 semaines. On commence déjà en semaine, toutes les 2 semaines en croisière, mais sinon on commence en serre en semaine 2 et en semaine 7. On fait 2 plantations sous serre, donc en janvier-février, qu'on couvre s'il y a des gelées annoncées. Enfin, maintenant je couvre d'office en P17. Après, je fais gaffe avec les P17 pour l'humidité, pour l'hygrométrie, hein, pour pas que ça reste trop humide à l'intérieur. Surtout que des fois, les journées sont pas encore très longues, on n'a pas beaucoup de soleil, donc des fois, il se peut qu'il reste quand même pas mal d'hygrométrie. Donc ça, faut faire attention. Donc s'il faut découvrir enlever le P17 pour que ça sèche, quoi, pour éviter les maladies. Mais sinon, voilà, deux plantations sous serre. Et ensuite, à partir de semaine 7, en fait, toutes les 2 semaines, du coup, à partir de semaine 9, à partir de la 9, on commence dehors, toutes les 2 semaines, là, pour étaler la production. Et ce, jusqu'à semaine 37, où on fait un retour en serre. Donc avec 37, 39 et 41. Voilà, pour les dernières productions. Après, honnêtement, en serre, les derniers lots, c'est pas les meilleurs. Ça fait pas de la grosse salade puisqu'on arrive sur des créneaux avec des jours très courts, même si on est sur des variétés un peu plus précoces. C'est vrai que pour le coup, cette année en tout cas, les salades n'étaient pas énormes. Et là, c'est pareil, je me suis cantonné principalement à la feuille de chêne verte parce que la laitue, pour faire paumer à cette époque-là, c'est très compliqué. Donc, je préfère faire bien de la feuille de chêne verte plutôt que avoir la laitue à moitié paumée. Donc, ça, c'est pas terrible. Alors, plantation, méthode de plantation. Donc, on est toujours sur des billons d'1,50 m à plat ou surélevé, ça dépend un peu, mais enfin, je veux dire, tout va bien. La salade, il n'y a pas un enracinement énorme, donc la structure ne doit pas non plus être très profonde. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est que déjà, on commence avec une plantation sur paillage plastique, donc avec des paillages déjà perforés. Et on finit aussi en paillage plastique, donc à l'extérieur. Et souvent, le plein été, on le fait sur terre nue, parce que ça pousse beaucoup plus vite. On a pu faire déjà pas mal de fausses mie sur le printemps, sur une flore adventice à peu près similaire à ce qui va arriver euh, sur les plantations de salade. Donc, euh, donc généralement ça se passe plutôt bien, et puis surtout on a des jours quand même beaucoup plus longs avec des possibilités de binage bien supérieures. Donc c'est vrai que en plein été, franchement, faire de la salade sans paillage, ça se fait très bien. Et tandis qu'en début de saison, on garde le paillage déjà pour un aspect chaleur, réchauffer un peu plus le sol. Et puis en fin de saison, il y a le retour de la pluie, etc., qui fait que des fois les binages sont très compliqués. Souvent, ça reste très humide. Donc le paillage, ça reste important. Et ça se passe toujours très bien comme ça. Donc souvent les 2, 3 dernières, les 3, 4 max, non, j'ai 3 dernières plantations, cette année on a fait comme ça, les 3 dernières plantations, les 3 dernières semaines de plantation, on les a fait sur paillage plastique. Question densité, là c'est là que ça va bouger cette année, puisque la densité de référence en salade, ça a toujours été, du moins pour chez moi, mais je pense aussi chez les autres, du 14 plants au mètre carré. Alors c'est une densité qui convient très bien pour le rendement de la salade, hein, tout simplement parce qu'elle a toute la place pour se développer. Après, il y a juste que quand la salade est développée, ça te fait vraiment un tapis de salade à 14 salades au mètre carré. Et ce qui fait qu'au niveau respiration, au niveau aération, c'est quand même très limite.
Et j'en viens du coup au sujet principal, la plus grosse problématique qui est arrivée maintenant depuis une paire d'années en salade, c'est le Bremia. Le Bremia, c'est le mildiou de la salade en fait, qui touche principalement, ça dépend les années, mais c'est vrai que cette année c'était principalement la feuille de chêne verte, je trouve. Pas du tout la feuille de chêne rouge. Et laitue, je ne pense pas non plus. Non, j'ai pas souvenir pour cette année. Donc principalement la feuille de chêne verte. Parce qu'en fait, le Bremia, c'est une maladie avec des différentes souches. Des souches qui évoluent, avec des résistances qui évoluent. Et, euh, et en fait, bah, quand on achète un plant de salade, il y a une variété de salade, elle a une capacité à résister à telle ou telle souche de mildiou. Sauf qu'il y a des nouvelles souches de mildiou qui arrivent, c'est un peu comme en pomme de terre hein, finalement, et du coup il y a des variétés qui n'ont plus la qualification enfin, de résistante, et ce qui fait qu'on a des fois des gros cracks en pleine saison où t'es infesté de brémia, et bah, ça fait des salades qui sont pas vendables. Alors quand c'est à des stades peu développés, bah c'est souvent ça démarre du bas. Donc on coupe la salade et puis après on peut encore effeuiller. Et donc du coup ça enlève les premières tâches. Mais quand c'est à des niveaux trop élevés, la maladie elle monte sur les feuilles et du coup la salade elle est plus mangeable. Enfin si elle est mangeable, mais elle est plus commercialisable parce elle est trop moche. Donc du coup ça c'est vraiment un gros problème. Donc les semenciers ils travaillent là-dessus pour sortir de nouvelles variétés résistantes. Nos producteurs de plants aussi bah, travaillent conjointement avec eux pour nous fournir des plants les plus résistants possibles. Mais aujourd'hui il y a clairement des impasses. Il y a des moments où il y a des périodes où il y a des variétés. Il n'y a pas de variété sur les créneaux parce que le producteur de plants il adapte ses créneaux, il adapte ses variétés en fonction des créneaux météo. En plein été, forcément, il va prendre une salade beaucoup plus tardive qu'en début ou en fin de saison. Et pour éviter qu'elle monte trop vite. Et donc ça, c'est vraiment la complication depuis une paire d'années. J'avoue que j'aimerais pas trop être de gros producteurs de salade, ceux qui font des hectares, là, parce que les enjeux sont énormes. Et en quelques, voilà, en 2-3 semaines, tu peux te faire ravager ton champ par la maladie. Donc clairement, c'est un peu, je pense que c'est une grosse source de stress et je pense que la génétique aujourd'hui, elle est pas au point pour faire face à ces nouvelles souches de mildiou. Mais bon, toujours est-il que, bon, ça c'est pas notre travail en fait, la génétique c'est le travail bah, des semenciers, puis après les producteurs de plants ils adaptent en fonction des besoins des clients sur les créneaux. Mais nous, par contre, on a des moyens pour limiter la casse, en fait, enfin, limiter l'arrivée de la maladie. Et le premier moyen, c'est l'aération. Et ça, clairement, donc je me suis renseigné cette année, le fait de diminuer la densité en salade va clairement apporter un réel plus sur la gestion de cette maladie. Donc c'est une maladie qui se développe forcément comme tous les mildiou avec l'humidité. Donc cette année elle est humide aussi, donc ça s'exprime assez bien. Et quand on est sur une année sèche, on a beaucoup moins de brémia, ça c'est clair. C'est l'humidité qui reste sur le feuillage en fait. Ou alors il peut avoir une rosée le matin, et puis mais si ça sèche tout de suite dans la journée, c'est pas problématique. Et donc du coup, pour améliorer ce séchage, on va diminuer la densité. Et cette année, j'ai acheté du coup du paillage plastique à 10 trous au mètre carré. Donc on va baisser de 4 plans au mètre carré. C'est sûr, ça va prendre un peu plus de place sur ce que je vais prendre dans mes plannings. Là. Je vais prendre à chaque fois un peu plus de place par plantation. Mais par contre, voilà, j'aurai beaucoup plus d'espace entre chaque plant, ce qui permettra de contenir un peu plus la maladie. Enfin, pas de contenir, mais d'avoir un meilleur séchage des salades. Et du coup, de limiter l'arrivée de cette maladie qui peut être dévastatrice. Et pareil du coup sur le sujet du plastique, je pense que le plastique apporte un effet bénéfique aussi. Alors ça c'est mon avis, j'ai pas de source là-dessus, parce que le plastique ça sèche plus vite que, que la terre nue. Donc du coup, mon avis, les feuilles quand elles posent sur le plastique, elles sont plus vite en contact avec du sec, plutôt que quand ça reste sur le sol, ça reste un peu plus humide. Du moins c'est mon avis, mais je pense que voilà, le plastique participe aussi à la lutte contre cette maladie.
Et voilà, j'en ai fini pour les salades. Allez, ensuite on passe à la mâche. Alors mâche, bon, c'est une forme de salade aussi, mais que je mets vraiment à part parce que là c'est vraiment la salade d'hiver. D'ailleurs, souvent ce qu'on fait, c'est que bah, là maintenant, typiquement, semaine 51, on a fini de vendre des salades, enfin des laitues, à proprement parler. Et pour les salades, on vend uniquement la mâche. Et bah, déjà, j'adore ça, moi. Donc, j'aime bien la culture, j'aime bien la cultiver. Et j'aime bien la manger. Donc, je trouve que je trouve ça excellent. Vous mettez ça avec un bon assaisonnement, un petit peu d'oignon, caramélisé, tout ça, c'est vraiment génial. Pour accompagner le foie gras pour les fêtes, ça, c'est pépite. Et donc, pour la mâche, j'avais deux enjeux cette année. C'était de bien prévoir, de faire une bonne prévision de mes quantités et de garder une bonne qualité sanitaire. Parce que l'année dernière, j'en ai manqué pas mal, parce que j'avais pas prévu assez dans mes plannings de plantation. Et j'ai eu des lots qui étaient fortement attaqués quand même par l'oïdium, donc j'ai perdu un peu de vente, j'ai perdu un peu de récolte à cause de ça, quoi. Parce que dès qu'il y a de l'oïdium, c'est une salade qui doit rester belle de toute façon. De la mâche, tu la vends, si c'est pas beau, ça se vend pas, tout simplement. Ça s'achète avec les yeux. Donc voilà, bonne prévision des quantités. Alors ça, je pense que je suis pas trop mal cette année. Donc on commence toujours pour les plantations en semaine 37. Alors semaine 37, on est sur encore un créneau qui est assez chaud, hein. Surtout si on a un été indien. Ça pousse très vite, donc celle-là, j'en fais toujours un petit peu moins. Je plante pas trop. Par contre, après, à partir de là, donc on plante toutes les 2 semaines après, à partir de la 39, là, je mets toujours la même quantité jusqu'en semaine 51. Aujourd'hui, on a fait notre dernière plantation de mâche et je plante toujours la même quantité. Alors, c'est sûr, les deux, trois dernières plantations, on est sur des créneaux à jour très courts, surtout là, très peu d'ensoleillement. Donc je le vois, enfin, visuellement, tu vois que les plants, ils n'ont pas beaucoup bougé. Donc du coup, certainement tout ça, ça va arriver en même temps après en janvier, en février surtout. Donc voilà, ça c'est toujours un peu le problème, mais bon, tu prévois pas l'ensoleillement, ça c'est... Mais c'est vrai que là, on a un gros déficit d'ensoleillement et ça se voit vraiment sur les plantes, ça pousse vraiment pas, quoi. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis hyper juste par rapport à tout ce que j'ai planté. Je suis au compte-gouttes. Là, je vais être un petit peu juste. J'en aurai assez pour couvrir toutes les fêtes. Par contre, à mon avis, la première semaine de janvier, bon après, première semaine de janvier, souvent c'est assez calme au niveau commerce. Mais première semaine de janvier, je vais peut-être être un peu limite en quantité de mâche parce que le lot suivant, il a déjà pas mal de retard. Donc ça, c'est pareil. Je ferai le bilan après quand j'aurai fini la mâche et je rajusterai mes plannings en cours de saison pour l'année prochaine. Ensuite, deuxième point sur la mâche, du coup, la qualité sanitaire. Ça, clairement, j'ai trouvé la clé. Enfin, la clé, elle est simple et pas simple à la fois. C'est l'aération. L'aération, c'est primordial. C'est l'élément numéro un de réussite pour de la mâche. Et clairement, ce que j'ai fait cette année, surtout jusqu'à décembre, serre ouverte devant, sur les pignons et sur les côtés, à fond, tout simplement. Comme ça, t'es sûr d'avoir. C'est comme si t'étais à l'extérieur. Et parce qu'en vrai, la mâche, ça pousse bien aussi à l'extérieur, il n'y a aucun problème. Et là, tu profites quand même un peu du rayonnement, etc., pour augmenter la vitesse. Mais voilà. Sinon, serre complètement ouverte pour avoir un maximum d'aération. En plus, on a la chance dans les Flandres d'avoir quand même pas mal de vent. Donc ça ventile bien. Et tous les matins, ça sèche quand même assez vite. Et ça, c'est une vraie différence pour la gestion de l'oïdium. Principalement, l'oïdium, c'est la première maladie en mâche qui arrive vite et qui est assez exponentielle. Tu peux vite te retrouver avec des parcs de mâche tout blancs, invendables. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ça. Et l'aération, c'est clair que ça change tout. Et deuxième point aussi par rapport à ça, le plastique. J'en reviens aussi par rapport, enfin même conclusion qu'avec les salades. Je pense que le plastique il apporte un plus aussi au niveau séchage. Donc il y a d'autres avantages du plastique. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, séchage, moi je pense que c'est pas mal.
Et clairement, cette année, je vois ça a quand même bien réussi. Parce qu'en fait, l'année dernière, j'avais de la mâche mélangée avec d'autres espèces, notamment des épinards. Et j'avais voulu, du coup, mes épinards ne poussaient pas assez vite, donc j'avais baissé euh, la température, enfin, j'avais monté la température de consigne pour l'ouverture des, euh, des, des parois latérales de la serre. Donc, du coup, en fait, c'était pour que ça ouvre plus quand la température était plus haute, ce qui fait que le séchage était fait un peu moins bien, et du coup, c'est pour ça que j'ai eu plus de problèmes. Là, cette année, j'ai réservé vraiment un bitunnel pour la mâche. J'ai fait un bitunnel complet de mâche, et comme ça, je peux gérer vraiment uniquement par espèce. Si j'avais eu autre chose à côté, voilà, je suis toujours un peu. C'est ça, et ça, c'est aussi une des clés de réussite, je pense, d'avoir des serres dédiées à une seule espèce. Ou alors vraiment deux espèces, mais similaires en termes de besoins, en ventilation, en température. Ça, c'est quand même. Quand tu peux te permettre de faire ça, c'est quand même bien. Parce que on voit souvent, et puis après c'est normal quand t'as pas forcément la quantité à faire ou t'as pas beaucoup de serres, et bah dans une serre souvent tu peux mettre jusqu'à 5 6 espèces et là pour gérer les températures et les ventilations c'était quoi un peu compliqué. Parce que t'as envie que quelque chose avance un peu plus vite donc du coup tu ouvres un peu plus tard et voilà. Bref, donc ça c'est un vrai atout cette année d'avoir pu mettre ma mâche uniquement, enfin tout regrouper dans un bitunnel. Plastique. Alors plastique, avantage inconvénient, on en a parlé en début d'année quand on faisait de la plantation. Là, alors le plastique, il a un gros avantage déjà, c'est d'avoir les trous de plantation qui sont devant les yeux, quoi. Donc au niveau vitesse de plantation, je trouve alors, ça va plus ou moins vite parce qu'on ne doit pas réfléchir à là où on pose. Et l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais du coup, on avait acheté une herse rotative avec un rouleau avec des pointes qui me faisait un marquage au sol. Et je m'étais dit, on va profiter de ce marquage pour planter la mâche. Et surtout sur le créneau vraiment hivernal, on n'a plus beaucoup de mauvaises herbes qui poussent. Donc voilà, ça peut se faire. Sauf que déjà, avec les trous du marqueur, du rouleau de la rotative, on a une plantation qui est déjà beaucoup plus dense. On était à plus de 48 trous, je sais plus combien exactement, peut-être 60. Et je pense que voilà, c'est pareil au niveau maladie, la densité à 48 trous au mètre carré, c'est très bien. Je vois quand tu as une mâche qui est bien développée, ça te fait vraiment un tapis de mâche et voilà, faut pas plus, sinon ça serait trop. Et donc ça c'était le premier avantage. Euh, donc deuxième avantage aussi, la propreté au niveau de la récolte. Parce que quand vous avez les feuilles qui touchent la terre, avec l'humidité résiduelle, tu peux avoir des fois des petits dépôts de terre, des agrégats de terre qui collent. Et ça, franchement, c'est pas possible puisque nous, en fait, la mâche, on la coupe, on la pose en caisse. Donc, elle est rangée en fait dans des caisses à plat. Ce qui fait que tout de suite, elle est présentable au magasin. Moi, je fais pas de mâche en vrac. Je trouve que c'est pas autant vendeur. Donc, vraiment, la mâche, je bien rangée. Et puis, avec au niveau des collets, il faut que ce soit nickel, quoi. Sinon, sinon c'est pareil, ça se vend pas. Et pour ça, je pense que d'avoir le plastique en dessous, ça protège vraiment, ça met un lien, enfin ça met une séparation entre la terre et les feuilles, et du coup ça reste bien propre. Voilà. Puis forcément, point négatif, l'installation. Surtout que cette année, j'ai décidé du coup, parce que toutes mes plantations rentraient dans un bitunnel. Si, si et seulement si je mettais une bâche, enfin si je mettais mes bâches côte à côte et qu'en fait je les mettais pas à la dérouleuse. Parce que le problème c'est que quand tu mets une bâche à la dérouleuse, tu perds deux rangs des côtés parce que tu fais un sion, tu mets la bâche et ensuite tu remets de la terre dessus. Donc tu perds deux rangs. Dans les clés on les a posés à plat parce que comme on est en serre, t'es pas embêté avec le vent. Donc on les pose à plat, je maintiens avec une petite pelletée de terre par-ci par-là sur les côtés. Mais voilà, tu peux vraiment optimiser l'espace. Après, on se laisse un passe-pied à chaque fois entre deux. Mais on les a déroulés à la main. Et franchement, ça, je suis super content de ça. Franchement, on a super bien optimisé la serre. C'était blindé, blindé de mâche. Donc, avec une bonne densité, une bonne aération. Donc, voilà, mâche, très content, très satisfait pour l'instant.
à voir si les quantités vont être suffisantes et à voir si on ne sera pas trop rapproché sur les dernières plantations, est-ce qu'on n'en aura pas de trop après au printemps, mais ça voilà, d'année en année, tu sais jamais en fonction du climat. Et puis après aussi, plastique pour les mauvaises herbes, alors c'est sûr, en plein hiver, c'est pas trop embêté, mais par contre, voilà, début de saison et puis fin de saison, ceux qu'on a plantés aujourd'hui, après quand ce sera février-mars, là ça va pousser à travers. Donc il faut vraiment, je pense que le plastique ça reste quand même une bonne solution sur, pour la mâche d'un point de vue global. Voilà pour la mâche. Allez, on attaque maintenant et on finit par les épinards. Alors les épinards, il y aura eu du plus et du moins. En fait, l'année dernière, j'en avais pas assez en début de saison. En fait, moi, je fais toujours une première plantation fin août, début septembre. Et cette année, j'avais décidé de planter plus tôt, donc en semaine 37 au lieu de semaine 39. Donc j'ai planté en semaine 37, sauf qu'après dans mon planning, j'ai repris le planning normal, donc à partir de S43. Ce qui fait que j'ai un trou entre 37 et 43 qui m'a été fatal ici, parce qu'en fait là j'ai plus d'épinards à cause de cette erreur de planification. J'aurais dû mettre un nouveau lot d'épinards entre deux, parce que du coup j'ai commencé plus tôt, ça a bien marché, j'ai tout vendu. Et, et là j'ai eu un trou, et en fait le lot de S43 il pousse pas bien. Alors problème de température, problème de pucerons aussi, donc ils m'ont affaibli mes plants. Et donc du coup voilà, ils ont du mal à y aller. Je sais pas ce que ça va donner. On en est déjà à la 1, 2, 3, 4. On va planter la 4 ou 5e lot là. Donc ça par contre on plante tous les mois. Et donc oui on plante épinards parce que ça se présente super bien, bah, du moins en serre. Quand on pose la motte, c'est des mottes d'épinards, il y a à peu près 4 à 5 graines par motte qui sont au stade de plantule, enfin stade cotylédon pardon. Et on plante ça sur du paillage 14 trous. Donc surtout, alors moi je vous déconseille de planter sur du paillage à densité plus élevée, ça sert à rien, ça limite justement le rendement. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai essayé des fois du 20 trous, du 24 trous je crois, et honnêtement ça diminue fortement le rendement. Tandis qu'en 14 trous, vraiment paillage salade, bah t'as un super gros développement, t'as 5 pieds enfin t'as 5 graines par mode, donc t'as un super gros développement, ça te fait un gros bouquet d'épinards. Et si c'est récolté au beau stade, franchement c'est un plaisir à récolter. Et voilà, clairement, c'est dommage qu'on n'ait pas plus d'épinards parce que c'est vrai que c'est une période où on aimerait en avoir. Donc ça, c'est une erreur de ma part sur le niveau du planning. J'aurais dû mettre un lot en plus entre deux. Donc ça, c'est à prévoir. Mais de façon générale, c'est toujours compliqué en hiver parce que faut prévoir à l'avance. Enfin, il faut planter assez tôt pour qu'il soit au bon stade pendant l'hiver. Mais si tu arrives trop tôt, ça pousse trop vite, donc faut quand même récolter, faut savoir les vendre. Si tu arrives trop tard, à un moment donné, ça pousse plus fort, comme là des jours comme ça, il n'y a rien qui pousse quoi. Y a pas un gramme de soleil, il fait noir à 16h30, donc voilà, c'est clair que là c'est mort quoi. Donc maintenant, il faudra attendre les nouveaux jours pour reprendre clairement un peu de production. Et vraiment, et ce problème de puceron, par contre, je sais pas si. C'est clair que ça affaiblit la plante dans des conditions très poussantes. Ça peut surpasser. Mais aujourd'hui, je vois que ça pédale un peu dans la semoule. Donc, bon, c'est tout. Ça fait partie des problèmes qu'on peut avoir. Donc, on plante les épinards en serre. À l'extérieur, on les sème. Parce qu'à l'extérieur, on est sur des créneaux plus chauds généralement, puisqu'on arrive sur le printemps et été. Mais clairement, autant l'épinard en serre planté, ça marche super bien, en général, autant à l'extérieur, ça a toujours été une cata. Parce qu'en fait, à l'extérieur, dès qu'il fait un peu trop chaud pour l'épinard, ça monte à une vitesse. Donc ça lève, ça pousse, et d'un coup, c'est fusé. Et puis en fait, ils montent, ils font un bâton, et puis alors, c'est la montaison, quoi, ça veut se reproduire. Et du coup, c'est plus récoltable. Et donc clairement, l'épinard de printemps-été, j'arrête.
j'arrête. Clairement parce que tu récoltes rien, ou alors il faudrait vraiment semer une toute petite quantité tous les 6 jours. Mais c'est pareil, c'est casse-tête là, c'est casse-tête et ça prendra du temps. Et surtout que voilà, printemps-été, t'as pas des quantités astronomiques à vendre, les gens cherchent pas forcément à manger des épinards au mois d'août. Donc par contre, pour les débuts de saison à l'extérieur et fin de saison à l'extérieur, je pense qu'on va essayer d'insister là-dessus avec un premier semis à l'extérieur, mais vraiment le plus tôt possible. Dès que je peux y aller, je fais un semis d'épinards, mais ce sera le premier et le dernier. Parce que même des fois celui-là, si on a des conditions chaudes derrière, ça part en cacahuète. Et par contre aussi, sur la fin de saison à l'extérieur, avant d'entrer dans les serres, je vais faire un gros semis d'épinards parce que le semis d'épinards en extérieur, à partir du 15 août, là, 15 août, fin août, je vais me renseigner sur les dates, mais à mon avis ça doit être ça. Euh, Celui-là, en fait, il sera là l'hiver. Donc en fait, il va pas monter. Il va être en jour décroissant. Donc c'est impossible qu'il monte. On pourra récolter au fur et à mesure. Et en fait, ça coûte rien en fait. Le semis d'épinards, les graines, ça coûte pas grand-chose. Donc je vais en semer une blinde. Je vais rester pareil en serre. Donc ça va être en doublon. Mais si jamais j'ai un problème de production à l'intérieur avec mes épinards de serre, et ben je pourrais toujours me rabattre sur mes épinards à l'extérieur. Donc voilà, en fait je vais faire un semis d'assurance qu'on appelle. Donc c'est pas un semis sur lequel je vais compter, mais vu le coût de production d'un semis d'épinards, et ben je vais faire ça, comme ça va m'assurer d'avoir quelque chose à récolter pendant l'hiver. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo verdure. J'espère qu'elle vous aura plu. Enfin, si t'es encore là, c'est que t'es un vrai passionné par le maraîchage, donc ça c'est super. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à me partager tes retours d'expérience, à analyser ou commenter mes méthodes. Et donc je suis complètement ouvert à tous les commentaires, donc n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je les accueille. Et je vous donne déjà rendez-vous pour la prochaine vidéo, bilan de culture numéro 6, mais je ne sais pas encore le sujet. Je vais le définir juste après. Allez, à la prochaine, à nos stocker.